Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite mise à jour d'un ancien tutoriel consacré à la création d'éléments qui gardent un ratio prédéfini. Donc l'objectif de cette vidéo, c'était de mettre en place des iframes qui gardent, quoi qu'il arrive, un ratio de 16/9. Donc aujourd'hui, le CSS a pas mal évolué, notamment avec l'utilisation des variables, les display grids et aussi de nouvelles propriétés, et du coup, il est plus simple aujourd'hui de faire cette approche-là. Et c'est pourquoi je voulais le mettre à jour. Donc avant tout, il faut savoir que bientôt, il y a une nouvelle propriété qui va arriver qui s'appelle Aspect Ratio, qui va justement vous permettre de solutionner ce problème-là très simplement. Cette propriété va prendre un ratio et va vous permettre de vous assurer que l'élément garde ce ratio quoi qu'il arrive. Le problème à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, c'est que ce n'est absolument pas du tout supporté. Il n'y a que Edge et Chrome qui supportent ça et tous les navigateurs basés sur Chromium. Cependant, je veux quand même vous la montrer pour, si plus tard vous regardez cette vidéo et que c'est supporté, que vous puissiez comprendre de quoi il en retourne, et aussi pour vous montrer comment cette nouvelle propriété se comporte. Donc pour l'exemple, j'ai créé ici une page HTML, dedans j'ai des images, et j'ai deux iframes qui permettent de gérer des vidéos. Alors pour ces iframes, j'ai mis des largeurs et des hauteurs, et justement vous allez voir que ça va pas faire très bon ménage avec ce système-là. Et pour l'instant, ça ressemble à ça, et on voit que ça déborde complètement. Donc j'ai envie que ces iframes aient un ratio de 16/9. Donc au niveau de mon CSS, il me suffit simplement de dire, je vais prendre toutes mes iframes, et je vais leur demander d'avoir un aspect ratio à 16/9. Si je fais ça et que je sauvegarde, je vois qu'il n'y a pas forcément de changement particulier. En effet, les iframes ayant des largeurs et des hauteurs directement sur les éléments, c'est ces valeurs-là qui vont prendre le dessus sur le ratio. Donc si vous utilisez un aspect ratio sur des images ou des iframes, il faudra penser à rajouter une largeur de 100% pour qu'automatiquement ça prenne la totalité de la largeur qui est disponible, et on rajoutera une hauteur automatique pour outrepasser la hauteur qui est prédéfinie sur l'élément. Et là on le voit, nos deux iframes, comme par magie, ont le bon ratio. Alors, il faut savoir aussi que ce système-là va être influencé par les min width et les min height ou les max width et les max height. Alors pour donner un autre exemple, j'ai ici une bannière, et cette bannière, j'aimerais bien qu'elle soit un petit peu plus allongée. Donc au niveau de mon index.html, au niveau de mon image ici, je vais lui donner une classe banner. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser l'aspect ratio. Donc je lui dis l'image banner, je veux qu'elle ait un aspect ratio de 300 par 100 par exemple. Je lui donne une largeur 100% et une hauteur automatique pour qu'il respecte ce ratio quoi qu'il arrive. Mon image est ici complètement déformée, c'est le comportement attendu, mais on peut utiliser un Object Fit Cover pour lui demander de prendre la totalité de l'espace et de ne plus déformer. On pourrait aussi utiliser un Object Fit Contain dans d'autres situations si on voulait que l'image se centre parmi l'élément. Donc moi, dans le cadre d'une bannière, Cover est plus adapté. Maintenant, si je réduis un petit peu mon écran, on voit que la bannière elle est beaucoup trop petite sur les petits écrans. Donc moi, je vais lui dire, j'aimerais bien qu'on ait une hauteur minimale de 200 par exemple. Donc là, on peut rajouter un min height de 200 pixels. Et ce qui va se passer, c'est que le min height va outrepasser le aspect ratio. Donc l'image ne va plus conserver le ratio, parce qu'elle ne peut pas le conserver à cause des autres règles, et du coup, c'est les autres règles qui vont l'emporter. Donc voilà le comportement que ça va avoir. Un dernier point intéressant, c'est le comportement que ça a lorsqu'il y a du texte à l'intérieur. Donc on va ici créer une div, et on va lui donner comme classe démo, et dedans on va mettre hello. Cette div, on va la styliser, donc je vais ici lui demander, au niveau de cet élément qui est la classe démo, je vais donner un background. Alors on va pas vous mettre un truc qui arrache les yeux, on va mettre un light gray. Et je vais lui demander de garder un aspect ratio à 16/9 aussi. Donc on le voit ce coup-ci, on n'est pas obligé de préciser une largeur et une hauteur parce que automatiquement l'élément a une largeur de 100% et l'aspect ratio va être calculé à partir de ça. L'avantage, c'est qu'on peut mettre ici un display flex avec un align-items à center. Et automatiquement, ça sera bien centré et on peut mettre un justify content à center. Par contre, ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qui se passe si on a trop de texte. Donc là, par exemple, je vais mettre un petit lorem ipsum, et on voit que ça rentre bien à peu près dans le ratio de 16/9, mais si on augmentait la taille de la police, si je mettais un font size de 20 pixels par exemple, ben notre élément se retrouverait agrandi et ne respecterait plus le aspect ratio qui est défini. Donc ça c'est une propriété intéressante du aspect ratio. Le ratio n'est pas forcé, c'est une valeur de base, mais si jamais les éléments débordent, ben ce ratio ne sera plus respecté. À la fois parce qu'on le précise via des min width ou des min height ou ce genre de choses, et à la fois si on utilise des enfants qui prennent trop de place.
Donc voilà pour ce super truc. Mais malheureusement, comme on l'a vu, on ne peut pas l'utiliser à l'heure actuelle parce que ce n'est pas assez supporté. Donc qu'est-ce qu'on peut utiliser comme autre solution alternative? Alors la première solution, c'est celle qui avait été présentée dans l'ancien tutoriel, c'est d'utiliser un padding bottom. Alors ça, c'est une propriété assez bizarre, mais le padding bottom et le padding top, s'il est précisé en pourcentage, va être calculé par rapport à la largeur totale de notre élément. Donc par exemple, si je prends mon démo, je vais garder ce light gray, et je vais dire je veux un padding bottom ou un padding top de 56,25%. Automatiquement, on voit que notre élément démo va avoir pile poil la bonne dimension. L'intérêt, c'est que si on l'utilise avec les iframes, on peut mettre ensuite l'élément enfant en position absolue pour le placer correctement. Si je reprends mes iframes, je vais les entourer d'une div particulière. Donc je vais entourer mon iframe ici d'une div qui aura la classe ratio. Et ensuite, je vais pouvoir lui dire, j'aimerais bien que le ratio ait un padding bottom de 56,25%. Je vais mettre ça en position relative pour que les enfants soient calculés par rapport à cet élément-là. Et ensuite, je vais lui dire que toutes les iframes qui se trouvent dans cet élément-là, ou n'importe quel élément qui se trouve dans cet élément-là, va être en position absolute, va être en top 0, left 0, right 0 et bottom 0. Et je vais forcer la largeur et la hauteur pour être sûr. Donc on le voit maintenant, notre élément ici, iframe, si on retire ces propriétés-là, va bien avoir notre padding bottom qui va être mis dessus. C'est pas forcément évident à sélectionner. Alors voilà, on voit notre ratio et notre iframe est placé par-dessus. Et ça fonctionne comme en fait le système de aspect ratio en CSS. Alors par contre, il y a un petit inconvénient qui est assez important au final, c'est que si cet élément-là venait avoir une largeur, ça fait absolument n'importe quoi. Si je lui donne par exemple un min width, ou un max width plutôt, de 300 pixels, parce que je ne veux pas que ça déborde une certaine dimension. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ça fait absolument n'importe quoi, parce que le padding bottom va être calculé par rapport à la largeur du conteneur. Donc il n'est pas calculé par rapport à la largeur du ratio, mais par rapport à la largeur finalement du col MD9. Et ça pose un problème. Si on revient, donc on va recommenter ça, et qu'on réessaie avec notre aspect ratio, du coup, je vais le recoller ici, et qu'on précise ici qu'on a un max-width de 300 pixels, on voit que dans le cas du aspect ratio, c'est bien conservé. On a bien le max width qui est pris en compte, mais on n'a pas cette déformation-là. Alors, une solution pour remédier à ce problème-là, c'est de tout simplement utiliser un pseudo-élément. Plutôt que de demander au ratio d'avoir ce padding bottom, on va utiliser un pseudo-élément. Donc on va lui dire, au niveau du ratio, je veux un before. Je vais mettre un contenu qui sera vide. Je vais lui donner ensuite un padding bottom de 56,25%. Et je retire le padding bottom que j'ai ici. Je vais préciser aussi que cet élément va être en display block. Et dans ce cas-là, on récupère bien le comportement attendu. Notre ratio va avoir le max width à 300 pixels, et ensuite c'est le before qui va créer le padding, et du coup ne sera pas affecté par ce fameux max width. Parce que lui, il va calculer son padding bottom par rapport à l'élément parent qui sera bien le ratio. Et là, ça fonctionne convenablement. Alors si on veut aller plus loin, on va pouvoir utiliser les variables CSS pour piloter ça. Par exemple, on peut se dire, cette vidéo-là, je la veux effectivement en 16/9, par contre la vidéo suivante ou un autre élément, je le veux avec un ratio de 1 par 1. Donc ce que l'on peut faire, c'est piloter ça via des variables CSS. Donc au niveau de mon index.html, je peux lui dire, pour cet élément ratio ici, je veux avoir du style, et je vais te donner un ratio de 1 par 1. Alors, vous pouvez utiliser une fraction ou une valeur, ça n'a vraiment pas d'importance. Maintenant, au niveau de mon app.css, plutôt que de mettre un padding bottom directement en pourcentage comme ça, je vais pouvoir lui demander de faire un calcul et de prendre 100% divisé par la valeur de la variable ratio. Cette variable pourrait ne pas être définie. Dans ce cas-là, je lui mets une valeur initiale à 16/9. Si je regarde maintenant cet iframe-là, on voit bien qu'on a la div ratio qui prend une ratio de 1 par 1, et on a notre iframe à l'intérieur qui prend un ratio de 1 par 1. Bon, après Vimeo ici met le player en centré, mais on voit bien que l'iframe prend la totalité de la largeur et la hauteur. Si je descends un petit peu plus bas, cet élément-là n'a pas de ratio qui est défini, donc lui, il va garder un ratio de 16/9 si on le met dans une div qui a la classe ratio. Donc si je fais ça,
.ratio, on ne précise pas de style, et notre élément devrait garder un ratio de 16/9. Alors il fait un petit peu n'importe quoi parce que, effectivement, là, ça ne marche pas comme ça. Il faut lui demander de faire le calcul, donc on va mettre 16 divisé par 9. Et là, on a bien notre ratio qui fonctionne convenablement. Donc voilà comment vous pourriez faire quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Donc maintenant, on va essayer d'utiliser ça pour notre bannière. Donc au niveau de notre index.html, je remonte au niveau de ma bannière. Donc là, on n'utilisera plus la classe banner, ça ne peut pas fonctionner. Mais on utilisera une div qui aura la classe ratio. Et je peux lui préciser que j'ai envie d'avoir un ratio grâce au style. Donc j'ai un ratio de 300 par 100. Au niveau de mon rendu HTML, on a l'impression que l'élément a complètement disparu. Et c'est normal, c'est parce que lorsqu'il fait le remplacement ici, il va faire le remplacement en ne prenant pas en compte en fait l'ordre des propriétés. Donc si on veut que les opérations soient faites dans le bon ordre, il faut mettre une parenthèse ici. Pour lui demander ces 100% qu'on divise par le résultat de ratio. Et dans ce cas-là, on obtient bien notre résultat. Donc il faudrait juste peut-être préciser que par défaut, alors on peut le faire au niveau des images ou carrément pour tous les éléments enfants du ratio, on veut un object fit en cover et ça résoudrait notre problème. Si on réduit notre fenêtre, on voit qu'on a le même problème que tout à l'heure. On pourrait alors lui dire que pour la banner en particulier, donc on rajouterait banner ici, je veux que l'élément qui a la classe banner ait un max 8, ou c'était min 8 il me semble, oui voilà, min 8 à 200 pixels. Et dans ce cas-là, on a bien le min 8 à 200 pixels, mais on garde un ratio pour des écrans de plus grande taille. Hop, si je fais ça, voilà, on voit que ça garde le ratio, et on pourrait aussi préciser que l'on veut un max 8 à 300 pixels si on ne veut pas que ça soit un truc trop énorme. Et dans ce cas-là, on a voilà, un ratio qui est conservé. Alors c'est un peu particulier ici, mais ça fonctionne bien. Donc le dernier problème qu'il nous faut résoudre, c'est le problème en haut du cas où on a trop de contenu. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que si ici je lui donne un ratio, je lui dis bon ben j'aimerais bien avoir un ratio de 16/9 et à l'intérieur il faut que je crée un élément qui du coup va être positionné de manière absolue. Donc là je crée une div et dedans je mets mon petit lorem ipsum. Et si je sauvegarde, le lorem ipsum va être positionné de manière absolue et le problème c'est que si on a beaucoup trop de contenu, ben dans ce cas-là il va déborder. Alors je ne pense pas que ça se voit à cause de l'image qui est en dessous, mais si je fais ça, hop, on voit que ça déborde. Et ça semble assez logique par rapport au comportement, vu qu'ici on a utilisé une position absolue, cet élément ne peut pas pousser l'élément ratio. Donc là on a une limitation sur cette approche-là. Donc si vous avez besoin de gérer ce cas-là, vous avez une autre solution que la position absolue et la position relative, c'est d'utiliser un display grid. Donc au niveau de mon ratio ici, je précise que je veux un display de point grid. Et je vais lui préciser que cet élément-là, donc j'ai pas forcément besoin de préciser un display block parce que par défaut ça sera dans la grille, mais je vais par contre préciser qu'il va être dans la zone 1, 1, c'est-à-dire sur la première colonne et la première ligne. Donc notre grille finalement ne va avoir qu'une colonne et qu'une ligne. Mais l'avantage c'est que ça va permettre de forcer le placement de cet élément-là. On va dire aussi que tous les éléments qui sont enfants de ratio vont être dans cette même case, grid area 1, 1. Ensuite, je peux donc retirer le position absolute, top, left, right et bottom. Ça ne sert plus à rien. Par contre, je vais garder la largeur et la hauteur de 100% en forcé pour que mon élément prenne la totalité de l'espace qui est disponible. Donc je vais sauvegarder, je vais revenir sur ma page et on voit bien maintenant que l'entièreté de mon texte est visible. Si je rajoute encore du texte, mon élément est bien poussé vers le bas. Si par contre je retire du texte, c'est-à-dire qu'on a moins de texte que l'espace qui est alloué, hop, on voit bien que notre élément va conserver ce ratio de 16/9, mais par contre, notre texte va être bien au milieu. Donc ce que vous pourriez faire si vous avez envie que le texte soit centré, c'est rajouter peut-être une classe à ce niveau-là, centered, hop, et dans ce cas-là, cet élément-là, ben, il faudra le mettre en display flex avec tout le truc traditionnel, hein, display flex, align items en center, un justify content en center si jamais on n'avait vraiment qu'une ligne de texte, et un text align center pour être centré. Et dans ce cas-là, ça fonctionne bien, tout en ayant la capacité de pousser l'élément. Donc là, on utilise tout simplement une petite astuce concernant le CSS qui fait que, en fait, on peut mettre plusieurs éléments à la même case, et le fait de mettre plusieurs éléments à la même case fait que ça pousse convenablement les choses.
En revanche, un inconvénient avec cette approche, et on le voit sur la bannière, c'est que finalement, vu qu'on utilise les display grid, le problème avec les grilles, c'est que n'importe quel élément enfant peut pousser la grille. Et ce qui se passe dans le cadre des images, c'est que les images vont en fait pousser elles aussi la grille, et ça va faire que l'élément sera plus grand que ce que l'on attend. Là, par exemple, on a à peu près en largeur 680, donc si on veut garder le ratio de 300 par 100, si je retire ici le min width et le max height et le min height que l'on avait mis, on s'attendrait plutôt à avoir une image qui fait 225 pixels environ. Et là, on voit que ce n'est pas le cas. Donc ce que l'on pourrait faire, c'est utiliser comme fallback dans le cadre des images, parce qu'elles posent ce problème-là, un positionnement absolu. Donc là, on pourrait lui dire, je veux un positionnement absolu, en top 0, left 0. La largeur et la hauteur de 100% va être héritée à ce niveau-là, et on n'aura pas de souci. Et dans ce cas-là, on voit bien que notre image prend bien ici une hauteur de 226. L'avantage aussi, c'est qu'on peut récupérer du coup le min height. Donc si on veut un min height à 250 pixels au niveau de la bannière, ça va être respecté à ce niveau-là. Notre image aura bien 250. On voit bien qu'on a notre before ici. Et ensuite, ça va fonctionner. L'inconvénient, c'est que si vous mettez par exemple un max height à 150, ce max height va bien être honoré dans cette situation-là, mais par contre, il ne serait pas honoré dans cette situation ici. Si ici, pour une raison, je ne sais pas pourquoi j'aurais envie de faire un truc pareil, mais je mets un max height à 100 pixels par exemple, on voit que la hauteur est bien respectée. Le before, lui, va toujours avoir cette hauteur qui va être beaucoup trop grande. Par contre, cette div-là, elle va prendre la largeur du before. Elle ne prend pas en compte cette hauteur-là. Donc on se retrouve quand même avec des problématiques au niveau de la manière de respecter en fait le min height et le max height. Donc cette solution, elle est très très bien parce qu'elle permet aux éléments de pousser le parent. Par contre, elle pose des problèmes au niveau de la gestion des min et max height. Donc une dernière solution que l'on a, c'est de ne pas utiliser ce before parce que finalement c'est lui qui vient poser des problèmes pour pouvoir positionner l'élément, mais plutôt d'utiliser un SVG pour créer le ratio. Donc au niveau de mon index.html, donc on va reprendre notre bannière ici, je vais créer un SVG, et je vais créer un SVG très simple qui aura simplement une viewbox qui sera égale à ce que j'attends. Donc ici, ça sera 300 par 100. Et ensuite, je ferme mon SVG. Au niveau de mon app.css, je vais tout simplement commenter la partie before parce qu'elle n'est plus nécessaire. Je n'ai plus besoin d'utiliser un before pour gérer le ratio. C'est mon SVG qui va créer ça. Vu que mon SVG va avoir une largeur de 100% et une hauteur automatique, il va créer le ratio. Je vais garder ce position absolute parce qu'on l'a vu, l'image, quoi qu'il arrive, va poser problème. Et au niveau de ma bannière ici, je vais retirer le 150. Donc si je regarde ma bannière, elle a bien 226. Donc mon SVG qui permet de créer le ratio fonctionne correctement. L'avantage, c'est que je peux du coup préciser un min height ou un max height directement au niveau de mon SVG. Donc je peux lui dire au niveau du ratio, le SVG, je vais pouvoir lui donner une hauteur minimale de 500 pixels. Et automatiquement, il va prendre cette hauteur minimale de 500 pixels et notre élément aura 500 pixels. De la même manière, je peux lui préciser un max height à 150 et ce max height sera honoré parce qu'il va tout simplement modifier la hauteur de mon SVG. On est moins contraint par rapport à ce que l'on avait au niveau du before, parce que le before nous rajoutait cette contrainte supplémentaire qui était problématique, vu que le padding bottom fixe la taille de l'élément. Si je reprends le cas de mon élément en haut, au niveau de mon index.html, donc je prends mon SVG et je vais utiliser le SVG pour créer le ratio. Je n'ai plus besoin de cette propriété CSS, de ce style, pour définir le ratio. Donc là, je mets mon SVG, je lui dis je veux un ratio de 16 par 9, hop, je sauvegarde. Ça va fonctionner convenablement, si ce n'est que ici j'avais mis le max height. Donc si je le retire, on voit bien que j'ai bien mon ratio de 16/9. Et si je lui donne un max height à 150, il est bien honoré. Si je lui donne un max height à 75, par exemple, beaucoup trop petit, dans ce cas-là, la situation va faire que notre contenu est plus grand que 75 pixels. Et du coup, il pousse quand même les choses. Donc là, on n'a pas d'écrasement. Il faudrait rajouter un overflow hidden si on voulait vraiment masquer les choses. Mais vu que c'est pas un comportement que l'on souhaite, là, on peut avoir un max height qui respecte quand même le contenu. Donc cette solution, elle est plutôt intéressante à ce niveau-là. Le petit inconvénient qu'elle va avoir, c'est que finalement, on doit rajouter des SVG un petit peu fantômes au niveau de nos éléments. Alors une solution que l'on aurait, si on ne veut pas forcément être très dynamique au niveau des ratios que l'on veut appliquer, c'est utiliser tout simplement un contenu et mettre ça en base 64. Donc si on se rend sur, alors je ne sais plus le nom, je sais plus, j'ai trouvé ça sur le moteur de recherche, et si je tape mon SVG, donc on va prendre le SVG en 16/9, je vais prendre la valeur qui a été encodée,
Moi, je vais juste m'intéresser à la partie URL ici. Et je ne vais plus avoir besoin de le mettre à ce niveau-là, ni à ce niveau-là. Hop, je peux sauvegarder comme ça. Et je peux revenir à ma technique du pseudo-élément. Donc au niveau du app.css, je vais recréer un pseudo-élément. Et sur ce pseudo-élément, je vais lui dire que le contenu, ça sera une URL. Et dans cette URL, je mets mon SVG. Et là, on réobtient bien le comportement initial. Donc on a bien notre élément qui a une hauteur et une largeur de 16/9. L'avantage, c'est que je peux piloter le ratio. Si par exemple je veux un ratio de 300 par 100 comme on le disait, il me suffit simplement ici de changer les valeurs et automatiquement ça va fonctionner. L'avantage, c'est que c'est aussi piloté par le min8 et le max8. Donc si je mets un max8 à 100, automatiquement ça fonctionne convenablement. Le petit inconvénient, je trouve, et ça malheureusement j'ai pas forcément trouvé de super solution, c'est qu'il n'est pas possible de récupérer ce ratio-là dynamiquement. On ne peut pas utiliser une variable CSS par exemple, ça ne fonctionne pas. Donc cette approche conviendra plutôt si jamais vous avez un nombre limité en fait de possibilités et que vous voulez prédéfinir les ratios à la main via cette stratégie-là. Donc voilà un petit peu pour les différentes stratégies qu'il existe aujourd'hui pour pouvoir créer un élément qui a un ratio prédéfini. Alors si on fait un petit résumé, d'abord on a le aspect ratio qui est finalement la solution idéale, mais il va falloir attendre un petit moment que c'est supporté. Ce que vous pouvez faire en attendant, c'est utiliser les media queries pour vérifier que est-ce que le aspect ratio est supporté, et s'il est supporté, vous utilisez l'aspect ratio, et s'il n'est pas supporté, vous allez rajouter toutes les méthodes alternatives. Ensuite, on a utilisé donc le système de padding bottom avec un pseudo-élément. Donc cette technique est très bien. Les éléments vont être positionnés de manière absolue et c'est très bien tant que les éléments n'ont pas besoin de déborder. Si les éléments ont besoin de déborder et de pousser le ratio, dans ce cas-là, on aura plutôt recours au système de grille. Donc le système de grille, par défaut, si on réutilise le padding bottom au niveau du pseudo-élément, il va fonctionner dans toutes les situations, sauf dans les situations où on aurait besoin de mettre un max 8 ou un min 8. Et auquel cas, là, ça va pas très bien fonctionner si jamais notre pseudo-élément pousse plus que nécessaire notre élément. Enfin, vous avez une dernière solution qui est l'utilisation d'un SVG pour pousser le ratio. Donc l'avantage de cette approche-là, c'est qu'elle va se comporter finalement comme le aspect ratio. Le petit inconvénient qu'elle va avoir, c'est que vous ne pouvez pas avoir de valeur qui va être dynamique. Il va falloir à chaque fois préciser le SVG. Soit vous le faites au niveau de votre HTML, ce qui permet à l'HTML de piloter le ratio, mais ça veut dire qu'on a un SVG un peu bizarre au niveau du code, soit directement en CSS, et là on perd le côté dynamique. On est obligé de mettre directement au niveau des règles le viewbox que l'on veut définir. Donc voilà pour les différentes solutions qu'il existe aujourd'hui pour créer des éléments qui gardent un ratio prédéfini. Donc vous le voyez, ça fait beaucoup de manières détournées, mais chacune a des avantages et des inconvénients, et en attendant que le aspect ratio soit convenablement supporté, on n'a pas trop le choix. Donc j'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair dans toutes ces stratégies, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!